Radio J. Les rendez-vous de la Viso. Lise Gutmann. Radio J. Coralie Abraham-Palti, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Alors je rappelle que vous faites partie de la section Viso à Vive et aujourd'hui nous avons une invitée, il s'agit de Tamara Sedbon de J'aime Judaïsme en mouvement. Bonjour Lise, bonjour Coralie. Bonjour. Nous venons de célébrer Toubishvat, le nouvel an des arbres, et nous avons pensé qu'il serait opportun de mettre en avant aujourd'hui Tamara Sedbon, une jeune femme d'exception qui ose faire bouger les choses dans le domaine de l'écologie au sein de la communauté juive et plus particulièrement au sein des mouvements de jeunesse. Donc Tamara, vous avez été formée à l'ESI Green Business School, c'est ça ? Absolument, oui. Après des études de sciences humaines, et vous avez rejoint Judaïsme en mouvement en tant qu'adjointe jeunesse. Plus ou moins, je l'ai rejoint en 2017 en tant que service civique. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes responsable du mouvement de jeunesse. Ok, parfait. Donc du coup, c'est des sujets qui sont des sujets rassembleurs, mais aussi qui ont beaucoup de défis, puisqu'on parle quand même de l'écologie. Quelle est votre mission au sein de Jeunesse en mouvement ? Exactement, si on veut rentrer dans les détails. Je m'excuse, Jeunesse en mouvement ou judaïsme ? Judaïsme en oui, mouvement, voilà. pardon. Exactement, c'est Et quel est le nom du mouvement de jeunesse ? Pour l'instant, le mouvement de jeunesse s'appelle J'aime Jeunesse. D'accord, parfait. A évolué peut-être. D'accord. Et donc à l'heure actuelle, moi je suis responsable de toutes les activités, les colonies de vacances, les activités du dimanche, etc. pour les enfants qui ont entre 4 et 17 ans. Et je me charge aussi, depuis peu, de la transition écologique de Judaïsme en mouvement. Parfait. Alors, qu'est-ce qui vous anime au quotidien ? Parce que vous êtes très engagée et ça depuis un certain temps. Vous avez écrit des articles dans Schéma où vous êtes assez pragmatique. À la fois, vous prenez des références dans les traditions, les nôtres, et à la fois, vous êtes très pragmatique sur des actions. Et pour vous citer, vous dites que ce qui nous relie demain, c'est l'engagement et la conscience que nous sommes responsables, quel que soit notre âge et notre histoire. Et c'est peut-être cette responsabilité qui vous porte. Qu'est-ce qui vous porte au quotidien ? Qu'est-ce qui vous anime ? Je pense que c'est notamment la responsabilité, être conscient que si on est là présent dans ce monde, c'est parce qu'on a quelque chose à y faire. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je pense que c'est chercher et donner du sens aux choses qu'on fait, aux choses qu'on propose, à ce qu'on vit. Essayer de toujours comprendre pourquoi les choses existent et elles sont telles qu'elles sont, ou comment est-ce qu'elles pourraient être autres. Et ça, c'est notre action au quotidien. Et je pense que ce qui m'anime également, c'est transmettre. Que ce soit aux enfants, aux adultes, au sein des synagogues, des mouvements de jeunesse ou dans d'autres milieux. Alors transmettre parce qu'on vous a transmis ? Transmettre parce qu'on m'a transmis et transmettre pour construire. Oui, pour co-construire. C'est important. Alors, en quoi les valeurs de l'écologie et du judaïsme, selon vous, sont-elles alignées ? Alors, à mon sens, le judaïsme, c'est une religion qui nous permet d'apprendre à vivre dans le monde. Comment est-ce qu'on vit dans le monde qu'on a ? Comment est-ce qu'on est co-créateur du monde et de la réalité qu'on reçoit ? Et l'écologie, c'est ça aussi. C'est comment est-ce qu'on interagit avec son milieu ? Comment est-ce qu'on se comporte pour le protéger, pour le préserver au maximum ? Et je vous apprends rien si je vous dis que dans la tradition juive, il y a énormément de textes, énormément de pistes et de ressources sur comment justement se comporter dans le monde, comment agir de la façon la plus vertueuse possible. Et si on regarde le texte de la Torah, finalement, c'est un texte qui est zéro carbone. Tout se passe dans le désert, il n'y a pas d'énergie. Ça, on ne nous l'avait pas encore dit à l'antenne. Donc la Torah, c'est zéro carbone. C'est zéro carbone. Et vous disiez dans un de vos articles qu'ils étaient végétariens avant l'arche de Noé, a priori. Alors, disons que ça, c'est plusieurs interprétations qui existent, puisqu'au moment du déluge, suite au déluge, Dieu autorise les humains à manger de la chair animale, ce qui n'était pas le cas auparavant, et qui est compris comme beaucoup de commentateurs comme étant une concession que le divin fait pour permettre aux hommes de vivre autrement. Quelles actions concrètes vous avez mis en place dans les colonies de vacances pour réduire l'impact environnemental ? Comment ça s'est concrétisé, tout ça ? Et puis, j'imagine qu'il y a encore plein de choses à faire. Racontez-nous. Alors, ma première colonie de vacances, figurez-vous que j'avais déjà 18 ou 19 ans. Et j'étais animatrice. Et donc, je me suis rendu compte que la vie en collectivité, ça pollue énormément.
Il y a énormément de plastique, de choses à objets uniques qu'on jette. Par exemple? Par exemple, les gobelets qu'utilisent les enfants, tous les papiers plastiques dégoûtés, toutes ces choses-là. C'est un retour d'expérience assez mitigé parce que la colo, c'est aussi un monde où on recycle, où on utilise des bouts de bois, des bâtons pour faire des activités, et des activités agréables et constructives pour les enfants. Mais en termes de consommation, c'est un impact assez important. Et donc, ce que j'ai commencé par faire, c'est faire des affichages en fait dans les colos, avec des petits slogans un peu amusants pour les enfants, par exemple soyez brillants, éteignez la lumière, des choses comme ça. Donc des affichages partout dans les chambres. Il y a aussi des affichages de la tradition juive, par exemple l'histoire du colibri, l'histoire de Roni qui plante un arbre pour dans 70 ans. Ensuite, il y a la verbalisation, par exemple apprendre aux enfants que on se sert seulement ce qu'on va manger et que si on veut se resservir, c'est possible. Ça permet d'éviter le gaspillage. Il y a aussi la sensibilisation par le jeu. Bon, ça, je pense que tous les mouvements de jeunesse le font. Le font, oui. Et on a mis en place dans nos locaux des poubelles jaunes et on apprend le tri aux enfants. Et parfois même, c'est les enfants qui nous réapprennent le tri en nous disant là, tu t'es trompé, ça va dans la poubelle jaune. Et il y a également, donc je disais la sensibilisation par le jeu, mais il y a aussi par l'étude. On organise de temps en temps ce qu'on appelle des chavruta vertes. Donc on prend les textes de la tradition, des références qu'on connaît tous, le livre de Bereshit, le rapport à l'alimentation, à la limite, etc. Et puis on les étudie avec des enfants ou des jeunes adultes. Est-ce que vous avez rencontré des réticences de certains, des résistances Comment ça a été reçu ? Alors au sein du mouvement de jeunesse, on a la chance que les enfants et les parents soient très sensibles à ces actions. Quand on leur dit qu'on part pas au fin fond de l'Amérique parce qu'il faut prendre un avion, ils comprennent très bien. Quand on explique, je pense que surtout quand on explique les démarches, quelle que soit la démarche, c'est beaucoup plus facile pour les gens parce qu'ils comprennent. Parce qu'ils se disent, bah oui, maintenant qu'on me le dit, ça fait sens. Et des réticences, je pense que... On part pas en Israël non plus ? On part en Israël, mais on part moins en Israël qu'avant. Avant, on faisait un voyage par an, et désormais, on fait un voyage tous les 2 ans. Donc c'est aussi ça, consommer responsable, c'est se dire que on va pas partir tous les ans, mais on va partir tous les 2 ans et on va faire des voyages de qualité. On va faire des voyages en colo en France, et partir en bus ou en train et faire moins de déplacements pendant la colo. C'est apprendre à vivre autrement pour protéger l'environnement et être reconnaissant de tout ce qu'on reçoit. Il me semble que vous avez organisé votre premier Green Shabbat vendredi dernier. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Quels ont été les objectifs de ce Shabbat ? Et c'était à Paris ? Oui. Alors, c'est à la synagogue Copernic et ce projet judaïsme et écologie, l'idée c'était de faire un kick-off avec un grand événement. Un kick-off, un démarrage. Oui, parce que déjà green, alors pourquoi on parle anglais alors qu'on veut pas aller aux États-Unis ? Expliquez-nous. C'était l'événement de démarrage de la transition écologique de judaïsme en mouvement. Comme je le disais, c'est quelque chose qu'on fait déjà nous dans les mouvements de jeunesse, mais qui, à l'échelle de la communauté, qui est pas très important. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a fait un office avec une conférence sur la paracha Béchalach. La paracha Béchalach, c'est celle où les Hébreux traversent la mer des Joncs, chantent le Shirat Hayam, Asia Shir Moshe, que plein de gens connaissent, et qui se posent la question, une fois qu'ils ont traversé la mer, qu'est-ce qu'on va boire ? Et donc, on a discuté autour de qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce qu'on va boire, qu'est-ce que ça veut dire la manne, savoir qu'on est limité, avoir des ressources limitées, comment est-ce qu'on fait pour vivre dans un monde qui est limité. Et il y a eu un repas végétarien, et l'idée de ce Shabbat, c'est aussi de l'éco-concevoir du début à la fin, de réfléchir à toutes les étapes. Par exemple, si on a du gaspillage, s'il reste de la nourriture, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire du compost, ou alors on va faire une démarche sociale qui est de faire des boîtes et de les distribuer dans le quartier. Parce que l'écologie, c'est aussi de la justice sociale. Ouais, et bien c'est sûr. aussi prendre en compte tous les gens qui sont autour de nous. Et éviter le gaspillage alimentaire. Absolument.
surtout dans le dernier maillon effectivement, quand on organise un événement, il y a énormément de gaspillage alimentaire dans ce secteur de la restauration. Et gérer ce dernier maillon est clé pour ne pas gaspiller et pour effectivement pouvoir faire profiter aux plus démunis les restes qui sont souvent encore de très bonne qualité. Et j'ajouterais on a donc choisi de faire un repas végétarien parce que l'empreinte carbone est beaucoup moins importante qu'un repas carné. Et vous êtes végétarienne vous-même ? Alors, moi, je l'ai été pendant très longtemps et malheureusement, suite à des problèmes de santé, j'ai dû réintroduire de la viande. Et ce que je fais, c'est que j'essaye de consommer le plus responsablement possible. Responsablement, je ne suis pas sûre que ça se dise, mais de la façon la plus responsable. C'est-à-dire consommer moins et réfléchir à d'où provient ma viande. Ce qui n'est pas toujours facile quand on mange cachère. Bien sûr. Alors, est-ce qu'un groupe de travail inter-mouvement de jeunesse pourrait voir le jour sur cette thématique ? Quelle est votre ambition à ce sujet ? Alors, il y a quelques mois, on était au séminaire INENI, qui est organisé par le département jeunesse du Fonds social juif unifié. Et pendant ce séminaire, il y a eu, au moment du Shabbat, une grande discussion sur l'écologie dans les mouvements de jeunesse. Et là, je dois vous dire que ça m'a beaucoup surprise parce que c'est le sujet qui est resté le plus à part de tout pour vous raconter. On avait plusieurs sujets dans des salles et c'était des groupes de discussion et d'échanges intermouvements. Et celui-ci est resté sur la touche. Personne n'est allé chercher ce papier pour en discuter. Il y a une amie à moi qui s'appelle Sandy qui travaille dans un mouvement de jeunesse également. Et quel mouvement de jeunesse était présent ? Combien ? Qui ? Tous les mouvements de jeunesse étaient présents, tous étaient représentés, quelle que soit leur pratique du judaïsme, des plus orthodoxes aux plus sionistes, laïques, etc. Et je crois qu'il y avait 180 personnes à ce séminaire, 180 jeunes acteurs des mouvements de jeunesse. Donc c'est le sujet qui est resté sur la touche. Et puis quand on l'a pris avec ma copine et qu'on a discuté avec des gens, bah là, pareil, je dois vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui était intéressé. Alors, les gens qui étaient intéressés sont très intéressés, très acteurs, ont très, très envie que des choses se passent. Il y a un gap entre ceux qui sont très engagés et qui sont déjà convaincus et les autres qui, a priori, ont du mal à être mobilisés. Alors, c'est ça. Et quand j'avais fait mon étude sur les mouvements de jeunesse, je m'étais rendu compte que ce qui questionne les jeunes, c'est leur légitimité. Ils se disent souvent... moi, je ne sais pas comment faire. Ok, j'ai une poubelle jaune chez moi, mais dans un mouvement de jeunesse, je ne sais pas comment faire. Oui. Donc, il y a un vrai appel à faire peut-être ici, à cette antenne, et en profiter pour projeter, de co-construire peut-être avec différents mouvements demain. Et ça peut commencer par juste un groupe WhatsApp où on discute de ce qu'on a envie de faire. Bien sûr. Et puis faire des événements intermouvements ou mettre en place une démarche, une charte d'éco-responsabilité dans le colo. Oui, c'est une très très belle idée. Alors, à l'heure de la déforestation, de la surpêche, de l'hyperconsommation, comment veiller à ce que la cache-route demeure un régime alimentaire durable ? Vous l'avez un peu évoqué il y a quelques instants, ça a quand même l'air compliqué, surtout en colo. Alors la cache-route, c'est un grand sujet. Moi, je suis pas rabbin, donc je pourrais pas vous dire exactement quelles sont les démarches les plus halachiques, les plus respectueuses de la loi. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai écrit un article là-dessus dans Schéma, et les questionnements que j'avais, c'était est-ce que manger cachère, c'est manger de la charcuterie sur laquelle il y a un tampon, ou est-ce que manger cachère, c'est réfléchir à ce qu'on mange? Est-ce que c'est se poser des questions sur comment est-ce que je mange, pourquoi est-ce que je mange tel aliment et pas celui-ci, pourquoi est-ce qu'on mange pas de foie gras par exemple, ou pourquoi est-ce qu'on en mange, parce que le foie gras on en mange, il y en a du cachère, hein. Et il y a un questionnement là-dessus parce que c'est un foie qui est malade. Bien sûr. Et donc est-ce que manger un foie qui est malade, c'est une démarche responsable? Est-ce que c'est une démarche saine? Est-ce que c'est une démarche juive? Et donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'on met dans son corps, qu'est-ce qu'on ingère, parce que la grande saying, la citation que on est ce qu'on mange, je pense que dans le judaïsme, c'est extrêmement vrai. La raison pour laquelle on ne mange pas, par exemple, de cochon, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est une raison qui est tout à fait légitime. Si on y réfléchit, c'est un animal qui mange ses propres excréments et qui se mange entre eux. Et moi, je ne suis pas sûre d'avoir envie d'ingérer ça. Et donc, c'est pour ça que la cache-route, je pense qu'une cache-route éco-responsable, une cache-route qui se veut la plus consciente des problèmes et des questionnements qu'il y a à l'heure actuelle, c'est une cache-route verte, une cache-route bio, par exemple, qui
un jour existera peut-être, en tout cas je Ça l'espère. commence à arriver quand même. Ça commence. Et c'est Ça vrai commence. qu'il y a certains sujets qui nous interpellent, comme, Oui. comme les œufs, les œufs cachers qui viennent on sait, de poules qui sont élevées en cage dans des conditions qui ne sont pas. On en est sûr qu'ils sont déplorables. D'ailleurs, les œufs qui sont proposés x30, x50, c'est des œufs qui sont à très bas prix. Et on se doute bien que les poules. Oui, c'était pas facile. Voilà, que la façon dont elles vivent et qu'elles sont exploitées. Alors, n'est on pas, en trouve d'autres ouais. quand même, je Ouais. voulais le dire. Oui, oui. On en trouve d'autres, ça commence. Ça commence. On trouve du poulet bio, on commence à trouver. Ouais, tout à moi, fait. je surveille ça de très près également. Et on commence à trouver. Et c'est vrai qu'en France, on a moins de Oui. choix qu'en Israël, bien évidemment. Évidemment. Et donc, évidemment. il y a, j'imagine, plein de progrès à faire et plein de marge de manœuvre. En tout cas, merci infiniment. Oui, allez-y, non, vous pardon, voulez je voulais compléter. ajouter que Oui. tout ça, ça pose aussi la question du bien-être animal. Oui. Et que ça, c'est pareil, hein, on le trouve dans les sources du judaïsme. Comment est-ce qu'on traite bien les animaux? Par exemple, les animaux ne travaillent pas pendant Shabbat. Le Shabbat, Bien c'est pas sûr. que pour les humains, c'est aussi pour les animaux. Est-ce que ce questionnement, on peut pas l'étendre à comment est-ce qu'ils vivent tout le reste du temps avant qu'on les mange? Merci infiniment. Quels sont vos prochains projets, Tamara Sedbon? Alors, la suite de ce judaïsme éco-responsable, écologique, c'est qu'on va mettre en place au sein de GEM des conférences Oui. avec des intervenants qui sont dans différents milieux, que ce soit la science, la finance, la sociologie, des intervenants, et on va les mettre face à des acteurs du monde juif. Que ce soit des rabbins, que ce soit des philosophes pareil qui ont des sujets juifs, et donc confronter leur point de vue sur savoir comment est-ce qu'on construit un monde juif conscient des problématiques de la cité. Et donc ça, ce sera par petits groupes, par exemple une conférence par mois. Et il y a également d'autres projets qui sont plus à destination des familles, à destination des jeunes. Donc par exemple, faire des ateliers de découverte des fruits et légumes de saison, faire des dégustations de vin, parce que l'écologie, c'est pas que un truc ennuyant Bien sûr. et punitif, c'est aussi quelque chose de très sympa, de comprendre comment est-ce que le monde fonctionne et quels sont les cycles de la nature. Et cette fois-ci, ce sera plutôt intergénérationnel, si je Absolument. comprends. Parfait. Merci infiniment pour votre vision et vos actions qui sont très concrètes et qui Oui. permettent une transition écologique qui semble possible, palpable, avec un travail au jour le jour au sein des mouvements de jeunesse comme le vôtre. Merci infiniment. Voilà. Et puis, Coralie et Abraham Palti, on va donner quelques actus. Oui, quelques actus viso. Alors bientôt, donc le 15 février, a lieu une avant-première sur Paris de la pièce de théâtre Les Pigeons. Nous avons également une autre avant-première sur Lyon. Donc Viso Lyon organise l'avant-première du film de Spielberg, The Fablesman. Donc ça, c'est le 22 février. Alors bien sûr, tout peut être retrouvé sur le site de Viso avec les horaires et le lien vers l'inscription. Et puis nous avons un déjeuner amical qui est organisé à La Varenne le 7 février. Voilà, donc une très belle actualité en perspective, comme d'habitude, à la Viso. Alors, merci Tamara Sedbon pour avoir partagé votre engagement avec nous et quand vous le souhaitez Merci sur Radio J. Au revoir. Merci. Merci Coralie. Merci.